Je rappelle que vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Nous poursuivons le Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Il est tapante, 12h35. Alors, Mathieu Bock-Côté, que vous connaissez bien, notre chroniqueur impitoyable de la société québécoise et défendeur des valeurs occidentales, se double d'un critique de cinéma maintenant. Il est allé voir le film Monsieur Lazare de Philippe Falardeau il y a bien longtemps, enfin il y a quelques mois. Il a vu un petit chef-d'œuvre qui lui a inspiré des réflexions sur notre système d'enseignement publié dans le journal 24 heures, disais-je. L'article est peut-être daté parce qu'on parle du 23 novembre 2011, mais les commentaires sont toujours valables, je dirais même malheureusement. Mathieu Bock-Côté, bonjour. Bonjour. Alors, écoutez, vous êtes sociologue, politologue, critique de cinéma. Est-ce que vous faites du ballet, du massage thaïlandais, de la cuisine chinoise? Est-ce que vous faites tout ça en plus? J'aime profiter de la cuisine chinoise, j'aime profiter du massage thaïlandais, suédois. Vous n'allez pas? Non, je n'y vais pas. Mais je suis favorable à tout ça, mais heureusement, pour ceux qui ont besoin d'un massage, je ne l'administre pas. D'accord. Alors, parlons cinéma, alors. Contentons-nous de ça. Vous avez vu le film Monsieur Lazare? Un film absolument remarquable. Absolument remarquable pour sa qualité cinématographique, d'abord et avant tout, ce qui est quand même une bonne chose quand on parle d'un film. Oui. Mais puisque je ne suis pas critique cinématographique autrement que de manière circonstancielle et amateur, j'ai vu ce film à la manière, je dirais, à la fois du citoyen et du sociologue. Du citoyen parce que j'étais interpellé fondamentalement par la vision de l'éducation, la vision des rapports sociaux, mais la vision de l'éducation surtout qui est portée par ce film. Et comme sociologue, parce que c'est un film qui porte une critique douce dans sa formulation, mais impitoyable dans ses constats, du dérèglement fondamental du système d'éducation au Québec. Du point de vue, par ailleurs, de Monsieur Lazare, on connaît un peu l'histoire du film, c'était bien connu. Rappelez-le un petit peu, s'il vous plaît. Alors, c'est dans une classe, une école secondaire québécoise, une professeure se pend, elle se suicide. Et les élèves le découvrent, ils sont traumatisés un peu par l'événement. Il faut remplacer le professeur, on n'en trouve pas. Quelqu'un se présente à l'école en disant « Bonjour, je suis Bachir Lazare, je suis maître d'école en Algérie et je peux prendre le relais immédiatement. » Et la direction de l'école du réfléchit un peu, mais finalement accepte de lui confier le poste. On apprendra ensuite qu'il n'était pas maître d'école en Algérie, que c'est un restaurateur, c'est un réfugié politique, et ainsi de suite. Mais il réussit parce que c'est un homme de grande culture, parce que c'est un homme qui adhère presque fondamentalement, spontanément, à une vision plus classique de ce que veut dire enseigner, de ce que veut dire transmettre, parce que c'est un homme cultivé. Il lit Balzac à ses élèves au Québec, vous vous rendez compte? Alors, au Québec, Balzac, c'est le nom d'une rue, avant d'être le nom d'un grand écrivain. Chien pour les amis à moi. Oui, bon, alors voilà un homme qui, voit notre système d'éducation de l'extérieur et par ce regard extérieur en voit les faiblesses nombreuses et inversement incarne par sa propre existence la figure du professeur que nous espérons, que nous désirons. Alors quels sont les grands éléments de sa critique du système de la critique d'éducation portée par ce film? Mais d'abord et avant tout, c'est un système qui a renoncé, je crois, à toute forme d'autorité, de transmission du savoir. Et les deux vont ensemble. Autorité et transmission du savoir. Il faut de l'autorité. Il faut de l'autorité pour transmettre le savoir. Il faut avoir un savoir à transmettre pour avoir de l'autorité. Or, le professeur dans la société québécoise n'est pas un professeur, c'est souvent un animateur de camp de vacances. Le professeur dans la société québécoise, c'est un tinami. C'est le tinami des tisamis. C'est-à-dire quelqu'un qui développe un rapport horizontal plutôt que vertical avec les étudiants, qui les tutoie, qui ne se pose comme l'ami et qui s'inscrit dans ce registre de la pédagogie de la créativité. Mais là, Mathieu Bock-Côté, je vous interromps une seconde, mais on parle pas seulement de l'éducation, on parle de la société entière, parce que, d'ailleurs, vous le dites dans votre article, peut-être même, Falardeau fait un portrait ironique tout en retenu mais incisif de l'école québécoise, peut-être même de la société québécoise. Vous allez très loin. Parce que le problème de l'éducation au Québec est révélateur et symptomatique tout à la fois de la crise de la société québécoise, la crise culturelle de la société québécoise, la crise de notre rapport à certaines valeurs que l'on peut croire fondamentales, à certaines institutions, certaines pratique. Oui. Alors, dans ce film, on voit, par exemple, les limites de ce qu'on pourrait appeler la pédagogie de la créativité. L'héritage des années 70 là-dessus, de cette gauche très radicale qui, dans les années 70, faisait le constat suivant sur l'école. Elle disait, l'école, c'était le slogan de l'époque, reproduit les inégalités sociales, c'est la thèse de Bourdieu. L'école, disait-on, reproduisait jusqu'à la culture des dominants. C'était une culture élitiste, elle était au service de la reproduction sociale. Donc, que devait-on faire? Plutôt qu'être inégaux devant une culture par ailleurs aliénante, les années 70 se sont donnés comme objectif de renverser ça. L'école devait finalement nous mettre égaux, devait servir à créer une société égale, égalitaire, une société neuve, une société nouvelle qui n'héritait plus de la culture mais qui l'abolissait. La société, c'était parce que l'enfant était ce petit être vierge, pas encore aliéné par la société. L'école était l'endroit à partir duquel on recommence la société à zéro. Tout n'est pas mauvais là-dedans, non? Beaucoup de choses quand même. C'est-à-dire s'il est tout à fait légitime d'en avoir fini avec les punitions corporelles, s'il est tout
à fait légitime aussi de donner plus d'attention à l'enfant. Il n'en demeure pas moins que le rapport d'autorité entre le maître et l'élève, le rapport de transmission d'un savoir qui a une valeur en lui-même, un savoir qui éduque. C'est-à-dire que l'éducation culturelle, l'éducation morale passe par la connaissance des œuvres, de la littérature, de la philosophie, de la géographie, de l'histoire. L'éducation morale de l'enfant passe par la connaissance des œuvres. Autrement dit, l'instruction est une forme d'éducation. Eh bien, la pédagogie de la créativité dit le contraire, qui est portée par la réforme scolaire et la socio-constructivisme aujourd'hui. Elle dit: l'enfant doit découvrir par lui-même, partir à la recherche de son propre savoir. On ne doit jamais brimer son authenticité, non plus que brimer sa créativité. On ne doit rien lui imposer. On ne doit pas lui imposer un savoir. On doit lui apprendre à apprendre. Il y a une image Finalement, il n'apprend rien. Il y a une image qui me vient en tête, Mathieu Bock-Côté, en vous écoutant, c'est qu'un fleuve ou une rivière a besoin d'un lit et d'un cours pour aller de A à B, si vous voulez. Oui. Et si on enlève toutes les digues et toute la direction, le fleuve s'enlise et ça devient un gros delta qui devient marécageux et puis il se perd. Et l'image est très bonne, je crois, parce que c'est une bonne image de l'éducation au Québec, si je puis dire, hein, l'éducation marécageuse québécoise. Hein, Vous avez trouvé un mot, vous. Alors, il y a ce problème fondamental d'une société, on l'a dit plus largement, qui a un problème avec le principe d'autorité. Revenons à ça d'ailleurs, plus tard. Finissez votre phrase, mais revenons à ça. Le principe d'autorité se donne dans le rapport au savoir. Or, Monsieur Lazare, que voit-on là-dedans? Il lit, par exemple, Balzac aux étudiants. Enfin, doit-on dire aux élèves, même si on a pu le dire, le mot élève, d'ailleurs, quel beau mot! On élève l'enfant. Oui. On dit plus ça aujourd'hui, on dit l'apprenant, ou on dit la communauté communication. La communauté communication. Oui, le s'apprenant, parce qu'on doit s'apprendre soi-même, ou la communauté communicationnelle de classe. Alors, tous les termes sont bons pour ne pas dire élève et maître. Alors, Monsieur Lazare lit Balzac. Oui. Monsieur Lazare, il va de dictée à l'ancienne, où on apprend la langue, non pas, vous savez, un peu les nouvelles pratiques pédagogiques contemporaines, où on lit une dictée faite à l'intérieur même de la classe par un élève et on la corrige ensemble. Non, de grands textes. Et il cherche à guider les étudiants à prendre ce qu'ils croient voir dans chacun, c'est-à-dire un désir de savoir et un désir de connaissance, qui, s'il est bien orienté, permet justement, par la civilisation des œuvres, d'élargir finalement un peu son esprit, de mieux s'enraciner dans la condition humaine. Alors, c'est un film assez merveilleux par le portrait qu'il fait de ce que l'éducation est devenue, de ce qu'elle pourrait être. D'ailleurs, je le résume très très mal en ce moment, le film. J'en donne l'esprit, mais je n'en donne pas la description. Enfin, le film était le prétexte pour parler de l'éducation aussi. Hein. Aujourd'hui, bien sûr, mais je dis, allez voir ce film remarquable parce qu'il permet justement, c'est une des réflexions probablement les plus éclairées sur ce qu'est devenu la société québécoise. Et à partir de là, comme je dis, c'est l'occasion d'une réflexion sur certains principes dont nous avons perdu la trace. Je vous ai un petit peu accroché, Mathieu Bock-Côté, sur le concept d'autorité. Quand on dit autorité, aujourd'hui, les gens comprennent despotisme, écrasement, etc. Alors que autorité, c'est pas despotisme. Non, c'est tout le contraire. Le despotisme, c'est une forme dégénérée d'autorité. C'est une autorité qui a perdu le sens de sa légitimité. Autrement dit, c'est une autorité qui tient en elle-même, verticale, certes, mais sans fondement. Alors, l'autorité telle qu'on peut la penser comme principe dans la société démocratique. Le cadre de réflexion, pour nous, c'est la société démocratique. Forcément. Et d'ailleurs, vous êtes un tenant de l'Occident et de l'Occident la démocratie libérale. Je crois que la démocratie libérale fait partie du patrimoine politique des sociétés occidentales. Mais l'autorité est je dirais, presque une nécessité anthropologique pour toutes les sociétés. L'autorité, par exemple, dans la famille. L'enfant, pas le parent. Le parent doit donner un cadre, exercer une autorité pour former l'enfant qui sinon serait un bambin tyrannique. Ce qu'il est souvent d'ailleurs. Ce qu'il est souvent s'il n'est pas formé, si on n'apprend pas à civiliser ses passions, ses désirs immédiats par la règle parentale. L'autorité est nécessaire à l'école. À l'école, parce qu'à l'école, l'enfant n'est pas l'égal du maître. L'enfant ne sait rien. En gros, disons-le, aujourd'hui, on nous dit que le maître apprend tout autant que l'élève. C'est faux. L'enfant est là pour apprendre du maître. C'est quand même pas une page vierge, un enfant. Un enfant a des sentiments, un enfant a quelque chose. Oui, enfin, il y a un monde. L'enfant n'est pas rien, mais il ne sait rien. Au sens du savoir humaniste, qui est presque la condition morale de la liberté politique et de la liberté dans nos sociétés. Le savoir humaniste ne sert pas à rien, même s'il ne doit pas que servir à quelque chose. Le professeur est là pour transmettre un savoir, une culture qui permet justement de faire de cet enfant qui pourrait devenir beaucoup de choses, lui permet de devenir quelque chose, c'est-à-dire un honnête homme, instruit, cultivé et ainsi de suite. Et comme il n'y a plus de professeurs, plus d'autorités ou de maîtres qui ne transmettent plus, ou il y en a beaucoup moins en tout cas, on est dans des sociétés sans mémoire, alors. Bien sûr, parce que la mémoire présuppose la culture. La mémoire présuppose l'idée suivante, qui est au cœur de la pensée d'Hannah Arendt, qui est reprise aujourd'hui par un homme comme Alain Finkielkraut. Hannah Arendt qui est... La grande philosophe juive, mais pas une grande philosophe véritablement de la liberté politique, de la condition politique occidentale, mais de tant d'autres choses, qui nous dit, nous arrivons dans un monde qui nous précède et qui nous survivra.
Autrement dit, nous sommes des héritiers. Et des passeurs. Voilà. Le rôle du professeur est d'être justement un passeur de culture, un passeur de mémoire. Et il y a donc une relation d'autorité légitime, c'est-à-dire je reconnais au professeur le droit de me juger, de m'évaluer. Aujourd'hui, avec l'esprit de la réforme scolaire, on ne reconnaît plus ce droit, cette fonction au professeur. À la rigueur, les élèves savent bien peu de choses, sinon qu'ils ont des droits. Ils ont le droit d'avoir la réussite sans l'effort. Ils peuvent juger le professeur maintenant. Absolument, ils peuvent l'évaluer. Les pratiques d'évaluation des professeurs sont de plus en plus sévères d'ailleurs. C'est donner le pouvoir dessus à la salle de classe plutôt qu'au professeur qui doit justement exercer un pouvoir légitime sur sa classe. Principe d'autorité, on peut le voir aussi dans le politique. C'est pas le début de la tyrannie aussi, parce que le professeur doit séduire sa classe et donc il doit mentir. Oui, il y a quelque chose là-dedans, effectivement, c'est-à-dire la complaisance attendue d'un professeur qui veut gagner non seulement l'estime, mais je dirais une forme de complicité étrange entre le professeur et les étudiants. Le grand frère ou la grande sœur. Ben voilà, alors qu'il doit avoir la possibilité pour l'autorité de dire non. Lorsque le professeur n'ose plus évaluer, n'ose plus juger, n'ose plus distinguer la réussite de l'échec, parce que je transmets un savoir, est-ce que cette transmission est une réussite? Eh ben, je dois être capable de distinguer si c'est une réussite ou un échec. Si je veux plaire à tout le monde, je ne serai pas capable de distinguer la réussite de l'échec. Donc, le principe d'autorité, ce qu'on ne comprend pas dans nos sociétés, c'est qu'il est fondateur même, je dirais, c'est une condition de la liberté politique, c'est une condition de la transmission culturelle, c'est une condition même de la liberté démocratique. Alors la question de savoir comment on civilise le principe d'autorité pour qu'il ne soit pas despotisme, la question de savoir comment on s'arrange pour que le principe d'autorité réponde à l'imaginaire démocratique. Et là, on doit démocratiser l'autorité sans aucun doute. On le fait politiquement, on le fait dans la famille, par exemple, où il n'y a plus l'autorité parentale n'est plus une autorité toute puissante. On le fait dans la salle de classe où toute une forme de châtiment corporel et bien d'autres choses abusives ne sont plus là. Mais est-ce qu'on devait pour autant sacrifier le principe d'autorité qui est celui par lequel une civilisation parvient à s'instituer, à se transmettre et à se perpétuer? Je crois que c'est l'erreur de notre temps. Et Philippe Falardeau, qui n'est pas, à ce que j'en sais, un homme qui portait la réflexion sur l'autorité, c'est plutôt un homme de gauche, plutôt marqué à gauche, eh bien, il nous montre que sur la question fondamentale de l'éducation, gauche, droite, centre sont des questions qui sont transcendées. C'est secondaire, c'est absolument secondaire. L'autorité n'est pas à droite ou à gauche. Mais voilà, elles sont transcendées par ce savoir fondamental, c'est ce qu'on pourrait appeler le savoir humaniste et les conditions de sa transmission. Mathieu Bock-Côté, il y a une question que je voulais vous poser aussi. J'entends souvent ce commentaire, ce sont les immigrants, les communautés culturelles, etc., les gens d'ailleurs, qui vont nous réapprendre notre religion, pour commencer, mais j'irai plus loin avec vous. C'est un Algérien qui vient de l'étranger, il est réfugié, et c'est lui qui réapprend l'autorité aux gens d'ici. Est-ce qu'il n'y a pas une image forte là-dessus, que c'est de l'extérieur que vient le salut? Ben, je crois que là-dessus, ça dépend comment on interprète le film. On peut interpréter ce film en disant finalement c'est de l'extérieur que vient le salut, on peut y voir une philosophie du métissage, et ainsi de suite, on peut voir tout ça. Voyons-y plus simplement ce que permet le regard de l'extérieur. Nous sommes tous, reprenons l'image de tantôt, plongés dans le marécage éducatif québécois. Nous sommes tous, donc nous avons nos querelles internes, nous avons même des querelles philosophiques et sociologiques très articulées entre les tenants de la réforme, les adversaires de la réforme, et ainsi de suite. Et vient de l'extérieur un homme qui n'est pas un théoricien de l'éducation. C'est pas un intello non plus. Non, c'est pas un intello vraiment. C'est un homme de bien. C'est un honnête homme. La vieille figure de l'honnête homme qu'on a déclassé aujourd'hui, c'est un honnête homme qui arrive porté par une culture, qui a le désir de la transmettre et qui semble presque étranger à nos querelles parce qu'il est encore dépositaire du sens commun. Eh bien, je dirais que Bachir Lazare vient humaniser finalement un peu cette école. Il vient, j'ignore si c'est parce que c'est un étranger ou si c'est parce qu'il un point de vue d'une autre civilisation, mais je sais une chose, cet homme remarquable vient civiliser une école, vient humaniser une école, vient nous rappeler certains principes fondamentaux qu'au nom d'une émancipation radicale, nous avions peut-être perdu, et finalement c'est peut-être lui qui porte la véritable parole d'émancipation, celle qui vient justement de la culture. Mathieu Bock-Côté, c'est une très belle phrase finale, mais il y a quand même une petite remarque. Je ne peux pas m'empêcher à De Gaulle en 67 qui vient ici pour dire vive le Québec libre. On attendait quelqu'un de l'étranger pour nous dire quoi faire ou de nous libérer. Est-ce que Lazare serait un mini De Gaulle? Oh mon Dieu, mais quelle belle image, et je ne la contesterai pas. Le De Gaulle du système éducatif québécois. Je viens d'Algérie. Ben, ce qu'il y a de bien ici, effectivement, c'est que cette réflexion vient de vous et je me l'approprierai avec grand plaisir. Je vais réclamer des droits, Mathieu Bock-Côté. Merci infiniment. Au plaisir. Rendez-vous jeudi prochain. Avec grand plaisir.